aujourd'hui en cours au point de vue piratage ou au point de vue fuite de l'information. Voilà. Donc, on va faire un tour d'horizon sur tout ce qui est protection de la donnée. Très bien. Je te laisse démarrer ta session. Très bien. Un petit moment, je partage mon écran. Alors, j'espère que vous arrivez à voir mon écran. Oui, tout à fait. Très bien. Désolé. Hop. Vous confirmez maintenant? Vous arrivez à voir? Oui, tout à fait. Excellent, excellent, excellent. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes, ainsi l'équipe SPG pour cette organisation de ces webinaires. Comme expliqué par M. Khaled, ça sera le troisième thème, c'est par rapport à la protection de la fuite d'informations et tout ce que on peut dire, les challenges et les défis que les clients rencontrent sur tout ce qui est attaque qui peut voler et récupérer les données confidentielles des clients, des utilisateurs, etc. Je me présente rapidement, je suis Abdelrahman Erossi, le sales ingénieur chez Symantec. Je m'occupe de la région French Speaking Africa et je m'occupe de tout ce qui est technique. Et je voulais juste, si vous permettez, faire un petit rappel des briques où Symantec se focalise rapidement. Alors, Symantec se focalise sur 4 briques essentielles. Il y a la sécurité du endpoint. C'est ce qu'on a présenté, ou plutôt c'est ce qui a été présenté par mon collègue Abdelzak. C'est par rapport à la sécurité complète du endpoint, là où il y a la solution antivirale Endpoint Protection qui permet, c'est la solution traditionnelle, tout ce qui est protection, blocage des virus, spyware, etc. Il y a aussi la partie, on peut dire, l'EDR, qui est le Endpoint Detection and Response, qui permet de corréler, d'investiguer et d'enregistrer tous les événements du Windows pour remédier aux attaques ransomware de nouvelle génération, là où il n'y a pas de signature existante chez les éditeurs. Il y a aussi la protection contre les attaques qui ciblent l'Active Directory, l'isolation et contrôle des applications via la découverte, la mise en place des actions de remédiation automatique, etc. Il y a le Endpoint Management qui permet de faire le Patch Management, l'Asset Management. Lorsqu'on parle des Asset Management, c'est l'inventaire des endpoints, la collecte des contrats SLA, des garanties, la gestion des contrats de maintenance, la gestion des licences, déploiement des applications et des OS de manière centralisée, etc. La deuxième brique, c'est la sécurité du web et de l'email. C'est là où j'ai présenté notre portfolio de la protection du web avec nos appliances qui peuvent être implémentées soit en local, en cloud ou en mode hybride. Il y a l'isolation web pour isoler carrément l'accès, ou plutôt l'accès à Internet vers un conteneur sécurisé et afficher que le contenu sécurisé au client, la protection des emails, l'anti-spam, anti-phishing, la protection contre la fraude, l'isolation des URL et des pièces jointes présentes dans les emails, et aussi la protection du réseau, à savoir notre plateforme Security Analytics, qui fait du forensic et de l'enregistrement des paquets et qui fait aussi des packet inspection. C'est une inspection approfondie des paquets, que ce soit pour des protocoles TCP, UDP, et aussi la classification automatique des applications découvertes malveillantes. Il y a le SSLV qui permet que le déchiffrement du trafic SSL et TLS qui s'imbrique avec les solutions tierces. La troisième brique, c'est la sécurité de l'information. C'est là où on va vous présenter le DLP, le Cloud SOC CASB et le Secure Access Cloud. Dernièrement, il y a la sécurité des identités. Là, on propose nos deux solutions, la gestion des accès à privilèges et la gestion des accès et des identités. Alors, on va commencer rapidement par le DLP. On va essayer de citer un peu les défis et les challenges que les clients
rencontre. Alors, on peut dire que plus de 90% des menaces ciblées cherchent à identifier et à voler les informations sensibles des organisations. Et plus de 79% des dirigeants d'entreprises adoptent des comportements qui peuvent mettre en risque les données d'entreprise. Donc, il faut savoir où sont stockées les données confidentielles. Est-ce qu'ils sont stockés sur site? Et lorsqu'on parle sur site, ça veut dire est-ce qu'ils sont stockés sur des serveurs de fichiers, des postes de travail, des bases de données, des outils collaboratifs, etc. Soit ils vont être stockés en cloud, sur une messagerie électronique cloud, sur Office 365, Google Suite ou autre messagerie électronique. Là, est-ce qu'il y a une synchronisation des fichiers et partage d'applications? Et aussi, quels sont les types? Est-ce que vous pouvez faire mute, s'il vous plaît? Il y a aussi les types. Il faut savoir quels sont les types de données qu'il faut protéger en priorité. Et ça peut être des données de type réglementaire, la propriété intellectuelle, etc. Alors, il y a deux types de défis que les entreprises rencontrent dans la protection des données. Il y a premièrement la violation des données. Ce sont les menaces qui ciblent et qui visent à voler les données sensibles des appareils critiques. Il y a aussi la conformité aux différentes réglementations, c'est ce qu'on appelle la compliance, ce qui oblige une surveillance et une visibilité des données et des contrôles des accès. Alors, notre solution Symantec Data Loss Prevention, elle permet de se protéger contre la fuite des données sensibles et confidentielles et aide les clients, premièrement, de faire ce que vous voyez ici dans le slide. Alors, il y a le Discover, c'est la découverte, le Monitor, c'est la surveillance, le Protect, c'est la protection, et l'Encrypt, c'est pour crypter sensible. Alors, par rapport à la découverte, il faut, on peut dire, découvrir et localiser l'emplacement des informations sensibles sur le cloud, mobile, réseau, endpoint et système de stockage. Cela, alors, le DLP permet bien sûr de faire la découverte des données, que ce soit des données at rest ou in motion. Et lorsqu'on parle des données at rest, ça veut dire les données stockées dans les machines, dans les applications, ce que j'ai expliqué, dans les mobiles, dans les réseaux, dans les systèmes de stockage. La data in motion, ça veut dire les données en mouvement qui vont être transmises via des périphériques, via des canaux spécifiques. Deuxièmement, DLP permet de faire le monitoring, c'est la surveillance, pour comprendre comment les informations sensibles sont utilisées et y compris quelles données sont traitées et par qui, bien sûr. Deuxièmement, c'est la protection. C'est pour protéger et empêcher la fuite d'informations sensibles en appliquant, bien sûr, des politiques et des stratégies et des règles de sécurité qui permettent la protection de pertes de données et aussi appliquer des actions de remédiation. C'est pour éduquer les utilisateurs via des notifications, via des verdicts, via des blocages, etc. Enfin, il y a le encrypt, c'est le chiffrement. C'est pour des intégrations que DLP permet de supporter. C'est l'intégration avec des solutions de chiffrement Symantec pour chiffrer, par exemple, les emails envoyés en externe ou en interne. Des intégrations avec des solutions d'Office 365, ce qu'on appelle le AIP, et spécialement c'est Azure RMS. Et c'est pour détecter les fichiers cryptés et forcer le chiffrement des données envoyées en externe. Alors, on va essayer un peu d'expliquer quels sont ouverts par Symantec DLP. Alors, le Symantec DLP couvre les 4 canaux de fuite, et ce sont les canaux importants de fuite chez les clients. Alors, premièrement, on va commencer, désolé, par le endpoint. Alors, le endpoint, il suffit juste d'installer un agent. Cet agent, il va communiquer avec le module de détection endpoint. Il va remonter tous les incidents vers le serveur Inforce, la console management. Alors, le endpoint, il permet de gérer et de contrôler la fuite de données, que ce soit en local ou en mouvement,
Si on parle en mouvement, ça veut dire la data in motion, données transmises vers des disques amovibles, vers des imprimantes, par email, par navigateur, en copy-paste, vers des applications cloud, une gravure des CD-DVD et aussi il permet de contrôler les données partagées sur les disques de partage. Et après, il y a le network. Alors, lorsqu'on parle du network, on parle de trois modules. Alors, il y a le module qui est lié à l'email. C'est ce qu'on appelle le Network Prevent for Email. Et celui-là, il s'imbrique avec la passerelle mail du client, n'importe quelle passerelle mail, on supporte toutes les passerelles mail, les gateways email, et il va protéger et contrôler, surveiller l'envoi des emails passe via cette passerelle mail. Et ça sera les emails sortants. Le deuxième module, c'est le Network Prevent for Web. Et lorsqu'on parle du Prevent, j'ai dit Prevent for Email et Prevent for Web. Lorsqu'on dit Prevent, c'est prévenir, c'est bloquer, c'est remédier. Alors, le Prevent for Web, il s'intègre aussi avec les différentes proxys web en mode ICAP ou en mode Secure ICAP pour contrôler l'upload ou les données qui seront partagées via le web. Le troisième module, toujours sur la partie network, c'est le network monitor. Et maintenant, je parle du monitoring, ça veut dire la surveillance. Il va faire seulement la surveillance. C'est une intégration avec un... Si on prend par exemple, chez le client, il y a le switch fédérateur. Alors, c'est lui qui... c'est là où le trafic général passe par ce switch-là. Alors, ce switch, on va configurer un mode span ou un mode tap. Plutôt un port, désolé, un port span ou un port tap qui va s'intégrer avec le network monitor pour faire la surveillance des protocoles et des ports déjà personnalisés ou des protocoles spécifiques. Ça peut être du SMTP, du HTTP, du HTTPS, du TCP over SSL, etc. Sinon, le troisième module, c'est le storage. C'est ce qu'on appelle le Network Discover. Et ça permet de contrôler la data at rest et data in motion sur les différents canaux, à savoir les SharePoint, les serveurs SharePoint, les outils collaboratifs, les serveurs de fichiers, les serveurs NAS, les sites web ou les intranets internes, les bases de données, etc. Le quatrième module, c'est dédié que pour le cloud et c'est un interfaçage avec les différentes plateformes Software as a Service, que ce soit Office 365, Google Suite ou d'autres plateformes AWS, etc. C'est pour contrôler l'envoi des données vers des applications cloud spécifiques. On peut dire que après le contrôle, je reviens. Alors, ici, c'est la couverture de notre Symantec DLP via les différents modules. Déjà, on peut proposer soit la suite qui englobe tous les modules, soit des modules séparés. Ça dépend toujours des besoins des clients. Après cela, il faut avoir des capacités pour fournir des méthodes de détection qui sont plus approfondies et qui sont plus personnalisables. Et ça permet, ces méthodes de détection, c'est pour contrôler la donnée, n'importe quelle, où elle soit stockée, et de n'importe quelle manière, on peut dire. Alors, les différentes méthodes de détection que Symantec propose, il y en a plusieurs. Alors, par exemple, si on prend le Described Content Matching, celui qui est à gauche, alors ça, c'est ce qu'on appelle le DCM. Ça permet, c'est une politique qui permet de contrôler ou de mettre en place des règles par mots-clés, par expression régulière, par identifiant de données, par type de fichier, nom de fichier, taille de fichier, par groupe d'utilisateurs AD, par groupe d'expéditeurs, etc. Et ce sont les données non indexées. À part ça, il y a la deuxième méthode de détection, c'est l'exact data matching, ce qui permet de contrôler les données structurées et c'est possible, comme les clients font tout le temps, c'est à partir de cette politique-là,
on va collecter, on va exporter une base qui contient des informations des clients. Et ces informations, ça peut être le nom, le prénom, le numéro de la carte d'identité nationale, le numéro de compte, des informations liées à la banque, à savoir l'état du crédit, le numéro de carte de crédit, un numéro. C'est des informations liées, c'est des informations personnelles qui sont strictement confidentielles et sont liées aux informations clients ou utilisateurs. Alors, on va extraire une base de données qui contient toutes ces informations-là sous forme de champs et de colonnes et on va l'injecter au niveau du DLP pour faire l'indexation possible par la suite de mettre en place des politiques en se basant sur ces informations-là pour détecter toute fuite d'informations liées à ces données-là. Troisième option, troisième stratégie, c'est l'exact match data identifier. Ça veut dire qu'on va combiner l'exact data matching avec des identifiants de données. Lorsqu'on parle des identifiants de données, ça veut dire que DLP vous propose plusieurs identifiants de données déjà personnalisables, déjà embarqués, et c'est personnalisable par les administrateurs, et ça permet d'avoir des informations liées à la confidentialité des clients, savoir propriété intellectuelle, des informations liées à la banque, des informations liées à l'assurance des maladies, etc. Il y a le Indexed Document Matching, c'est tout ce qui est données non structurées. Lorsqu'on parle de données non structurées, ça veut dire, ça peut être des modèles de documents. Je vous donne un exemple. Il y a des clients qui se basent, c'est possible de mettre en place et de configurer une politique qui va se baser sur la première règle, sur des mots-clés et des identifiants de données. Et par la suite, elle va se baser sur un modèle de document. Ça peut être une template avec un haut de page, bas de page qui vont pas changer, mais le corps va se changer. Alors, le haut de page, bas de page, c'est un modèle basique qu'on trouve chez les clients. Ça peut être une facture, hein, ça peut être un bulletin de paie, ça peut être. C'est là où il y a le logo de l'entreprise, hein, les informations de l'entreprise, hein, savoir l'adresse, hein, le chiffre d'affaires, le capital, l'ICE, etc. Alors, ces informations qu'on trouve sur les mots de documents, ça ressemble et ça ne change pas. Mais le corps, ça change. Alors, on va se baser sur les données non structurées. Ça veut dire qu'on va injecter les modèles de documents. Et les modèles de documents, ça peut être sous forme de PDF, de Word, de présentation, de Excel, etc. Et on va se baser aussi sur le corps de documents qui peut être changé par les utilisateurs pour détecter bien la fuite d'informations. Alors, le vecteur, la cinquième méthode de détection, c'est le vector machine learning. C'est pour les textes non structurés. Ça peut être des codes, des codes de développeurs hein, sous Python, sous C, sous C Sharp. Vérifier les différents changements faits au niveau du code. Ou ça peut être du product design. Ça veut dire que des designs, des modèles de design sous forme de Archicad, d'AutoCAD, etc. Là où il y a le changement, on va le détecter comme une violation de politique. Enfin, il y a le Sensitive Image Recognition. C'est un OCR qui va permettre de contrôler les images, les fichiers scannés, les captures d'écran, etc. Et ça s'imbrique aussi avec le DLP. Et comme ça, vous aurez une couverture et vous aurez avec Symantec DLP les capacités de définir plusieurs méthodes de détection afin de détecter la donnée en temps réel avec plusieurs actions à mettre en place. Alors, dans ce cas, nous avons les capacités aussi de détecter différents types de données, car l'avantage avec Symantec DLP, c'est que lors de son implémentation, au début, il va vous fournir ce qu'on appelle une template. Et c'est ce qu'on appelle le Solution Packs. Solution Packs, il est défini par secteur, soit secteur télécom, industriel, bancaire, gouvernemental, général. Alors, on va injecter ce template-là qui va fournir au client différentes politiques, stratégies
avec des règles déjà personnalisables et il peut se baser sur ces politiques-là pour personnaliser ses propres stratégies. Alors, on prend différents types de données. Ça peut être pour la conformité et on fournit des conformités liées à la GDPR, à la HIPAA, la PCI DSS, le SOX. On fournit des templates liés au source code, design, des plans financiers, des plans d'audit liés aux données indexées, des données d'information client, information utilisateur. Comme j'ai dit, on fait la découverte de tous les canaux pour tout ce qui est data at rest, les données stockées, data in use, les données utilisées, et data in motion, les données en mouvement. Et on prend en charge et on supporte plusieurs formats de données, et ça peut être des données liées au texte, liées au Word, liées aux des présentations, à des emails, de format graphique, de format de tableau Excel et de format de fichier CAD, d'autres formats zip. Il y en a plusieurs. On prend à peu près, on peut dire, 500 types de fichiers qui est, au plus, qui est pris en charge. Et après, par la suite, on va se baser sur le contenu, le contexte, la donnée pour détecter et pour définir plusieurs méthodes de détection. Et ça, tout ça, c'est pour éliminer les faux positifs et détecter la donnée réelle qui va, on peut dire, être envoyée à des personnes malveillantes et comme j'ai dit, voici les différents types de données, différents formats qu'on peut supporter. Il y en a plusieurs. Et lorsqu'on parle du texte, ça veut dire du texte HTML, Visio, RTF, OASIS, etc. Le Word, la même chose. Présentation, les formats de présentation, que ce soit PowerPoint, Flash, Keynote, etc. Des formats de speech, ça peut être du XLS, CSV, etc. Les formats des emails, n'importe quel format d'email. Les formats, d'autres formats, à savoir des bases de données, fichiers audio, MP3, PDF, les fichiers encapsulés, zip, RAR, les fichiers de graphique, ça peut être du JPEG, PNG, etc. Et les fichiers liés aux architectures, ça peut être du Visio, du AutoCAD, etc. Et par la suite, nous allons essayer de protéger la donnée selon son type. Et ça peut être des données liées aux informations clients ou aux informations de la compagnie. Lorsqu'on parle des informations des clients, c'est des informations liées aux cartes de crédit, liées aux fichiers médicaux et assurances médicales, liées à des informations du gouvernement ou de la finance. Ça peut être des budgets, ça peut être des prix, ça peut être, c'est lié à la finance. En même temps, on peut sécuriser là, les informations liées à la compagnie qui peuvent être, par exemple, des propriétés intellectuelles, des stratégies, des plans d'audit, des plans de marketing, tout ce qui est lié à la RH, ressources humaines, à savoir les bulletins de paye, à savoir les fiches de congé, prestations, commission, etc. Et par la suite, nous allons détecter en premier temps l'information. On va la détecter selon le contenu et bien sûr selon son contexte. Et lorsqu'on parle du contexte, ça veut dire qui a envoyé l'information, quand est-ce qu'elle a été envoyée, depuis quel canal a été envoyée, elle a été envoyée à quelle personne, quand est-ce que ça a été envoyé, etc. Et une fois on détecte ces informations-là, l'administrateur ou la personne qui va gérer la console Symantec DLP ou la plateforme Symantec DLP, il aura la possibilité de mettre des règles de réponse. C'est ce qu'on appelle les flex response. Et les flex response, ça peut être via des actions et des notifications. Les actions, c'est pour notifier, bloquer, justifier, prévenir l'information. Et la notification, c'est pour, une fois on détecte une fuite d'information, on va notifier soit, alors on a la possibilité de notifier tout le monde. Alors on notifie l'utilisateur, en même temps on notifie le responsable de l'utilisateur qui a envoyé
cette information. L'administrateur pour vérifier le verdict détaillé de l'incident qui va être remonté sur la console et en même temps escalader le ticket pour plus d'investigation ou la clôturer. C'est ce qu'on appelle le workflow de la gestion des incidents. Par exemple, ici, c'est un petit exemple de l'éducation des utilisateurs et ça permet, dans le cas, je vous donne un exemple, dans le cas où l'utilisateur va transmettre une donnée depuis son endpoint, soit via clé USB, soit via browser, soit vers un partage réseau, ou soit via une imprimante, soit par capture d'écran, etc. Il aura ce message qui va être affiché. Alors, par exemple, dans ce message, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le fichier Customer Credit Card Info.xls, que l'utilisateur tente de copier, envoyer, sauvegarder ou transférer vers un canal, c'est interdit par la sécurité interne ou par la politique sécurité interne de l'entreprise. Alors, par la suite, il aura la possibilité, tout ça c'est modifiable, c'est personnalisable. Il aura la possibilité de justifier sa réponse. Est-ce qu'il ne sait pas que cette donnée a été bloquée par l'organisation ou bien son manager a approuvé l'envoi de cette donnée ou bien this is part of an established business process, ça veut dire que cette information, il ne sait pas que elle va être une part du process du business que ça va être bloqué. C'est déjà partie de son business habituel et de son travail habituel. Soit que la donnée, et tout ça, on peut dire que c'est pour justifier sa réponse et c'est personnalisable. Ou sinon, il peut mettre une autre réponse. Alors, une fois ce blocage, il va être affiché sur l'utilisateur, un incident il sera créé sur la console Inforce, c'est ce qu'on appelle la console de management. Et ensuite, une notification sera envoyée à l'utilisateur, au responsable de l'entité de l'utilisateur ou bien à l'administrateur. Et l'administrateur aura la possibilité d'accéder directement à la politique liée à ce blocage et en même temps voir l'incident lié à ce blocage-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Je continue. Très bien. On va essayer de décrire un peu en détail les architectures de Symantec DLP. Et lorsqu'on parle des architectures, ça dépend du nombre d'utilisateurs et des plateformes utilisées chez les clients qu'on peut définir l'architecture en bonne pratique. Et lorsqu'on parle des architectures, on va commencer par le premier canal, c'est le endpoint. Alors, le endpoint, il y a le serveur Inforce que vous voyez ici, là où il y a la souris. Il y a le endpoint server. Il y a des post workstation sous forme de Windows, macOS ou Linux. Alors, ici, on va installer un agent. L'agent, il va communiquer avec son serveur endpoint server qui va transmettre l'incident. C'est lui qui va vérifier est-ce qu'il y a une violation de politique. Une fois ça a été détecté, il va remonter l'incident au niveau du Enforce et en même temps bloquer l'information dans les workstations. Et ça permet, on peut dire, il y a deux modules, two components. Il y a le Endpoint Discover, Endpoint Prevent. Le Endpoint Discover, ça permet de lancer une découverte automatique depuis la console Enforce pour découvrir des données confidentielles stockées dans les machines des utilisateurs. Ou bien appliquer le Endpoint Prevent qui permet de bloquer le transfert de données vers des canaux spécifiques. Alors, tout ça, c'est possible de le mettre en place soit alors le Endpoint Server Enforce, soit en mode séparé, soit sur le même serveur, et ça dépend toujours de la plateforme et de l'architecture du client. Par la suite, il y a le deuxième module, c'est le network. Alors, le network, on va commencer par le Network Prevent for Email. Alors, le Network Prevent for Email, on prend l'exemple d'un utilisateur, il va créer un email. Cet email-là, il va être envoyé vers son serveur Exchange.
Après, l'exchange, il va le router vers la SMG. Ici, c'est notre passerelle mail Messaging Gateway. Mais ça peut être d'autres passerelles mail. Ça peut être du Cisco, du Profpoint, du McAfee, du Trend, etc. Alors, une fois la gateway reçoit l'email, elle va rediriger l'email soit en mode forwarding ou en mode reflecting. Ça dépend toujours de l'architecture du client. Et on supporte les deux modes. Alors, elle va envoyer l'email vers le Network Prevent for Email, vers notre module, pour checker s'il y a une violation. Déjà, le Network Prevent for Email, il joue un rôle d'une MTA. Ça veut dire aussi, c'est un SMTP. Il permet de réceptionner et d'envoyer les emails vers une destination spécifique. Alors, dans cet exemple-là, on va elle va envoyer vers le Network Prevent for Email pour check s'il y a une violation de politique. Dans le cas où il y a une violation de politique, l'email il sera bloqué. Une notification sera envoyée à l'utilisateur et à l'administrateur de la solution, même au responsable d'identité. S'il n'y a pas de violation dans ce cas, le Network Prevent for Email il va renvoyer l'email vers la gateway pour que la gateway envoie vers sa destination finale. J'espère que c'est clair. Deuxièmement, on peut même appliquer ce qu'on appelle toujours sur le même module de Network Prevent for Email. On peut même appliquer ce qu'on appelle le chiffrement. Et le chiffrement se fait via notre Gateway Email Encryption. Cela explique que l'utilisateur il va créer son email, il va être redirigé vers Exchange, après vers la Gateway Email. La Gateway Email va l'orienter vers le Network Prevent for Email. Une fois il détecte une donnée confidentielle et la politique qui est paramétrée par le client oblige qu'une fois une donnée confidentielle envoyée à des destinataires spécifiques doit être chiffrée par email, il va rediriger l'email vers le Gateway Email Encryption pour chiffrer la donnée. Soit chiffrer le corps de l'email, soit chiffrer la pièce jointe, ou bien chiffrer tout l'email. Et dans ce cas, il va être routé directement vers sa destination finale. Passons maintenant toujours sur le module Network. Il y a le Network Prevent for Web, c'est pour prévenir. La même chose, l'utilisateur, il va accéder à Internet, à un lien Internet, à un URL. Cette URL-là, on prend un petit exemple. Par exemple, euh, Box, alors l'espace de stockage Box ou Dropbox. Il va accéder à Dropbox et la politique de l'organisation interdit que les données soient partagées vers Dropbox ou vers Box. Et c'est autorisé seulement sur Drive. Juste un exemple. Alors, sur Box ou Dropbox, accéder, il va uploader depuis son poste le fichier qui est confidentiel. Alors, déjà, ici, le proxy web il contrôle le trafic. Il va router le trafic en mode ECAP, en mode Secure ECAP vers le Network Prevent for Web. On va détecter bien sûr qu'il y a une donnée confidentielle uploadée vers Box ou vers Dropbox. Il y a déjà une violation. On va la bloquer. Une fois on va bloquer, on a la possibilité de mettre des actions de blocage, soit rendre la page blanche, soit afficher on peut dire le blocage de l'utilisateur. C'est comme le blocage qui est affiché par le proxy web. Et après, s'il n'y a pas de violation de politique, on va retourner la requête vers le proxy pour continuer sa destination de l'utilisateur. Passons maintenant vers le troisième module, c'est le Network Discover. Et lorsqu'on parle du Network Discover, c'est le storage. C'est pour contrôler les données au niveau des bases de données, des serveurs collaboratifs, etc. Et ça permet de vérifier, de faire la découverte des données dans les bases de données, que ce soit Oracle, DB2, MSSQL en serveur, soit sur des serveurs de fichiers en format CFS, NFS,
soit sur des serveurs d'outils collaboratifs, SharePoint, etc. Et ça permet de faire ce qu'on appelle le Network Protect. Ça veut dire que d'appliquer des actions liées au contenu. Et ça peut en même temps chiffrer le contenu s'il est confidentiel, le mettre en quarantaine ou le supprimer directement. Par rapport, j'ai oublié ici, c'est le Network Monitor, c'est toujours lié à la partie network. Et celui-là, il permet de faire la surveillance, seulement la surveillance. Et ça permet de s'imbriquer avec un switch fédérateur en mode span, en mode table. L'utilisateur envoie la requête, il va être redirigé, ou plutôt la trame va être redirigée vers le switch fédérateur. Le switch fédérateur, il y a déjà un mode span, alors le mirroring, il envoie les informations en mode mirroring vers le network monitor. Le network monitor collecte ces paquets-là et il investigue. S'il y a une violation liée à des protocoles HTTP, FTP, SMTP, et on a plusieurs protocoles que le client peut bien sûr les personnaliser. Une fois on détecte la violation, on va bloquer la requête et on va afficher l'incident chez l'utilisateur. Désolé, on ne va pas afficher, c'est le monitor, désolé, vraiment désolé, c'est juste pour la surveillance. On va juste surveiller ce trafic-là, on va remonter plutôt l'incident sur la console Inforce. C'est juste pour la surveillance et la surveillance liée au network monitor. Alors ça, c'est l'architecture globale de notre Symantec DLP, la plateforme de protection contre la fuite de données. Alors, il y a le DLP Management Console qui va être lié à une base de données Oracle fournie par Symantec. C'est une base Oracle personnalisée par Symantec DLP. Et ce Management Console, on l'appelle Inforce. C'est là où il y aura la possibilité de mettre en place les politiques, les stratégies de sécurité, définir la politique d'agent, intégrer les différents modules. Et lorsqu'on parle des modules, c'est ce que je vous ai expliqué et je réexplique encore une fois, c'est le DLP Storage, le DLP Endpoint, le DLP Network, le DLP Cloud. Alors, il y a un autre module que vous pouvez intégrer, c'est ce qu'on appelle User Behavior Analytics, qui permet une analyse approfondie du comportement de l'utilisateur et ça classifie automatiquement les incidents par risque utilisateur. Alors, juste les utilisateurs à haut risque qui seront affichés, ou plutôt tous les utilisateurs, mais il va classifier en même temps les risques liés aux utilisateurs pour bien gérer la fuite d'informations et aussi bien gérer la stratégie de sécurité interne de l'organisation. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe vers d'autres choses? S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser la question directement. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser la question directement ou bien de l'envoyer sur le chat. Et comme ça, à la fin de session, je peux vous répondre. Je voulais juste rajouter aussi que notre DLP, il permet aussi de s'intégrer avec un Microsoft AIP, c'est Azure Information Protection, pour l'automatisation de la découverte et de la protection des données. Et cela se fait bien sûr pour spécialement la classification des données. Alors, AIP, il va classifier la donnée selon son degré, selon sa sévérité. Et nous, on a la possibilité on peut dire, de lire, c'est des use cases, on peut lire les fichiers cryptés par AIP. Les fichiers cryptés par AIP, c'est via Azure RMS. Et on peut en même temps lire les fichiers classifiés, tagués par Microsoft AIP. On va détecter les messages et les fichiers tagués par la solution AIP. Et en même temps, on peut suggérer et forcer le tagging si on détecte que la solution, plutôt AIP, n'a pas classifié l'information. On va la forcer à la classifier directement depuis notre console de Symantec DLP. Aussi, ici, c'est à peu près une architecture de notre intégration avec le AIP Azure RMS. Et ça permet, on peut dire, que une fois l'utilisateur envoie son email, il sera crypté et envoyé vers l'exchange
après le MTA, après, lorsqu'on parle de MTA, c'est la gateway email. On peut, par la suite, avant d'être envoyé vers Azure, essayer de lire le cryptage et en même temps forcer le cryptage de l'information pour qu'elle soit envoyée vers le cloud. Alors, on passe maintenant vers le module CASB. C'est par rapport à la sécurité des applications cloud. Alors, notre solution CASB, c'est CloudSOC. C'est ce qu'on appelle le Cloud Access Security Broker, qui permet à aider les clients d'avoir, premièrement, une visibilité, c'est la visibility. La visibilité par la découverte, la surveillance de l'utilisation des applications cloud, qui sont bien sûr approuvées et non approuvées par l'organisation, ainsi que du Shadow IT. Juste à titre indicatif, le Shadow IT, ce sont les applications qui ne sont pas visibles chez les clients. Et c'est les utilisateurs. On a, on a découvert que les utilisateurs utilisent à peu près 150, minimum 200 applications cloud qui n'est pas visible chez l'administrateur ou chez les RSSI de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le Shadow IT. Et ça permet de gérer les risques de sécurité de conformité liés au cloud. Après, il y a la sécurité des données. C'est via l'intégration avec Symantec DLP. Et par la suite, il y a le Threat Protection. C'est la protection approfondie contre les menaces. Et ça permet de protéger les utilisateurs à haut risque, les comportements compromis, ou plutôt les comptes compromis, les logiciels malveillants, les menaces avancées grâce à une analyse comportementale dynamique et via la détection des menaces. Et par la suite, enfin, il y a le Secure Access. C'est une intégration avec notre Secure Access Cloud qui permet de sécuriser les accès vers les ressources SAS et IAS. Alors, on peut dire que Symantec, déjà ici, c'est bien, très bien. Alors, notre solution ou plutôt nos solutions de protection de l'information, il se base sur ce qu'on appelle le Zero Trust, le ZTNA, le Zero Trust Network Access. Alors, c'est une nouvelle approche que les clients utilisent. Cela veut dire que le Zero Trust, c'est de ne... comment on peut dire ça? C'est... le Zero Trust Network Access Control, c'est... désolé, je me rappelle pas beaucoup du nom. C'est de ne pas faire confiance à tous les périphériques et même à l'utilisateur. Il faut faire confiance, ne pas faire confiance à n'importe quoi, on peut dire, entre parenthèses. Cela permet de suivre l'information n'importe où elle se trouve et sur n'importe quel canal où elle sera stockée. On doit la suivre et on doit la détecter. Et cela se fait via différentes solutions de Symantec. Il y a le CASB, le Secure Access Cloud et le DLP. Bien sûr, alors, lorsqu'on parle du CASB, il y a le module audit. C'est ce module... Alors, le module audit, c'est un outil qui est hyper puissant et qui aide les clients à prendre des décisions sur quelle application cloud à adopter ou à éviter, car le module audit, il fait des recherches et des surveillances sur toutes les applications cloud utilisées au sein de l'organisation du client et met en évidence les risques et les problèmes de conformité que ces applications peuvent poser. Alors, on va faire du audit Shadow IT et il y aura une détection de centaines d'applications et de services cloud qui seront utilisés par les utilisateurs. On va classifier l'application selon ce qu'on appelle le Business Reading Rating et tout ça, c'est au niveau des applications. L'administrateur aura la possibilité de définir des préférences pour adopter et adapter automatiquement les applications alors et effectuer une analyse d'applications similaires.
Et tout ça, c'est pour détecter les applications qui sont utilisées au sein de l'organisation du client. Après cela, nous allons collaborer avec ce qu'on appelle les différentes compliances. On va classifier les applications cloud détectées selon leur compliance et selon le type de risque. Et ça peut être du PI, du PCI, du HIPAA, du GLPA, du GDPR, des applications liées au cloud, des applications malveilleuses qui vont être classifiées selon des malwares. On peut même classifier le contenu par type. Ça veut dire que ça peut être du computing, du business, du engineering, des contenus liés à la santé, à la légalisation, plutôt à tout ce qui est gouvernementaux, lié aux images, audio, exécutables, etc. Et cela se fait en mode automatique et de manière centralisée. Et après, on peut forcer, une fois on détecte ces applications-là, on va les classifier et en même temps, on va détecter le contenu qui est derrière, qui est envoyé. Et ça peut être une donnée confidentielle. C'est pour ça qu'avec Casby, on va s'intégrer avec le Cloud SOC. Et l'avantage, c'est que les mêmes politiques qui sont implémentées en local et qui gèrent les canaux locaux, et lorsqu'on parle des canaux locaux, ça veut dire les endpoints, les networks, les serveurs, les outils collaboratifs et les serveurs de stockage, on va en même temps appliquer ces politiques-là pour qu'ils managent et pour qu'ils surveillent et pour qu'ils bloquent les données en cloud. Alors, c'est une interface cloud qui va s'imbriquer avec, c'est une interface cloud Symantec DB qui va s'imbriquer et s'intégrer avec le Cloud SOC pour contrôler les applications cloud. Et lorsqu'on parle des applications cloud, ça peut être Office 365, Google Suite, Box, ServiceNow, DocuSign, Jive, etc. Toute application cloud, elle va contrôler. Toute donnée envoyée en cloud, elle va contrôler. Et l'avantage, c'est qu'avec avec la même politique. Et les politiques, les incidents qui vont être détectés en cloud, ils vont être redirigés vers la console locale pour que l'administrateur check les incidents et vérifie s'il y a des verdicts, et voir les verdicts plutôt détaillés et bloquer ou plutôt escalader le ticket ou clôturer le ticket et l'incident. L'avantage, c'est qu'avec une même console, déjà la console, l'administrateur ou les clients aura la possibilité de bloquer, gérer la fuite d'informations sur les canaux locaux et en même temps les canaux cloud. J'espère que c'est clair. Et en même temps, notre solution Casby Cloud Access Security Broker, elle permet de contrôler les utilisateurs à haut risque. Et lorsqu'on parle des utilisateurs à haut risque, ça veut dire les attaques qui vont toucher ces utilisateurs. Et ça peut être pour des comptes compromis, avec des logiciels malveillants, avec des menaces malveillantes. Et tout ça se fait grâce à une analyse comportementale dynamique, à la détection des menaces. Ça veut dire qu'on va détecter les menaces, on va on va en même temps classifier l'utilisateur selon son comportement, via son analyse, etc. Et en même temps, on peut, il y a ce qu'on appelle, au niveau du CASB, il y a deux modules. Il y a ce qu'on appelle le SecureLet et le GATLET. Oui, le GATLET, oui. Alors, le SecureLet, il couvre les données en repos, c'est les données at rest pour les applications cloud et offre une visibilité à un contrôle des applications cloud gérées et approuvées. Et lorsqu'on parle des SecureLet, ça veut dire les solutions basées sur des API, du API, qui offrent une visibilité directe et un contrôle des applications approuvées. Alors, on peut s'interfacer et s'intégrer en mode API avec différentes applications cloud. Actuellement, on gère à peu près 25 applications cloud qu'on peut s'intégrer en API, soit Box, Dropbox, Office 365, Google Suite, Salesforce, Workday, DocuSign, Microsoft Azure, Slack, ServiceNow, GitHub, Jive, etc. Cisco WebEx Team, etc. Même AWS, on peut s'intégrer en mode API. Pour les autres applications, on va utiliser ce qu'on appelle le GATLET, qui
permet de faire la couverture et la détection des données en mouvement, et c'est ce qu'on appelle les data in motion pour les applications cloud. La Gatlet, ce qu'on appelle la gateway, c'est un proxy qui va surveiller les applications non approuvées. Et actuellement, nous supportons une couverture de plus de 200 applications avec le Caspi Gateway. Et enfin, avec le Caspi, vous aurez une visibilité complète des applications cloud utilisées au sein de l'organisation et vous aurez les capacités de classification automatique des applications cloud et le contenu qui est envoyé pour appliquer après les politiques de restriction et de protection contre la fuite d'informations et contre tout accès tout accès restreint par l'organisation via la découverte du contenu, via l'intégration même avec des solutions de multifactor authentication, d'authentification à multifacteur, avec, on peut même appliquer le chiffrement des données, en même temps protéger les applications cloud contre toute attaque qui peut être des malwares, des ransomware qui ciblent les applications cloud. Je passe maintenant vers le Secure Access Cloud, la dernière solution dans cette présentation sur la protection de l'information. Alors, je vais juste faire une petite introduction. C'est que actuellement, les clients... un petit instant, s'il vous plaît. Actuellement, les clients optent pour ils optent pour une approche traditionnelle pour l'accès des applications à distance qui consiste à configurer une DMZ et à mettre en œuvre différentes proxys pare-feu ou VPN. Pour cela, bien sûr, comme vous le savez, tout ça, c'est pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leur application. Et on a vécu ça pendant cette période de confinement, de pandémie, de COVID-19. La majorité des utilisateurs travaillent depuis leur domicile et les administrateurs ou des services sécurité doivent configurer plusieurs accès VPN vers les applications locales ou vers des applications cloud. Ça a été coupé. Très bien. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Très bien, merci. Alors, j'étais en train de dire, pendant cette période de pandémie, de COVID-19, espérons avoir le vaccin. Et pendant cette période, j'étais en train de dire que les clients, la majorité des utilisateurs travaillent depuis leur domicile et les VPN, les administrateurs configurent plusieurs VPN clients tout site pour que ces utilisateurs accèdent à leur application. Et cette approche-là, on peut dire que c'est une approche traditionnelle. Et ça a impacté un peu la production des clients, car on peut dire les firewalls utilisés chez les clients ont eu on peut dire un oversizing. Ça veut dire qu'ils ont dépassé le sizing de leur firewall et ça ne permet pas de gérer tous les utilisateurs qui travaillent depuis leur domicile. Alors, ça a impacté la production, ça a alourdi la bande passante, etc. Alors, ils ont eu beaucoup de problèmes et ils ont eu ils ont pensé sur des challenges et des défis il faut les résoudre. Et on peut dire aussi que toujours dans le cadre de la transformation digitale, il faut avoir des solutions qui permettent d'avoir des connectivités directes à des applications et qui suivent l'approche et qui s'adoptent à l'approche du Zero Trust Access, du ZTL. Alors, je continue. Ces connexions-là sont généralement une connexion directe au réseau. Je parle toujours des accès VPN. C'est des connexions liées au réseau de l'entreprise et aussi l'utilisateur a un accès à l'ensemble du réseau et non pas plutôt à l'application requise.
Et cela conduit bien sûr à des situations où les vulnérabilités du réseau peuvent être exploitées. Et on trouve que actuellement il y a plusieurs clients VPN là où il y a des vulnérabilités que les attaquants ils ont déjà exploitées, soit sur PushSecure, soit sur d'autres clients VPN. Euh, alors, pour éliminer ces contraintes-là et avoir une posture de sécurité plus complexe, il faut opter pour des solutions qui s'adoptent au Zero Trust. Et c'est notre solution Secure Access Cloud qui permet à l'utilisateur à avoir accès seulement à l'application de l'entreprise. Et lorsque je parle de l'application de l'entreprise, ça veut dire que ça peut être une application au niveau du data center en local de l'entreprise ou bien au niveau du cloud. Et ça permet aussi de ne pas voir tous les réseaux de l'entreprise. En plus, c'est une connectivité directe à l'application elle-même, car les communications ne sont pas négociées via le connecteur. Et l'avantage, c'est quoi? Ce que vous voyez sur ce slide, c'est que vous n'aurez pas besoin d'un VPN à installer chez les utilisateurs ou de configurer des clients VPN ou bien de monter des architectures DMZ, c'est sans agent, c'est une connectivité directe à l'application. Et cela se fait comment? C'est que le Secure Access Cloud, il va connecter les utilisateurs à l'application via un accès sécurisé Zero Trust, où l'accès est continuellement validé. On va suivre l'accès en continu et en temps réel. Et on va connecter l'utilisateur directement à l'application via ce qu'on appelle le point-to-point access. Ça veut dire qu'il y aura des Docker installés au niveau des applications. Et ces Docker, ils peuvent installer sur des serveurs d'applications web, sur des serveurs Windows, pour, en fin de compte, permettre à l'utilisateur de se connecter soit en mode HTTP, HTTPS, RDP, SSH, Telnet, etc. Il aura un portail utilisateur, là où il y aura une visibilité sur les applications où il a le droit d'y accéder et il va lancer l'application, soit télécharger le fichier en RDP et lancer le RDP directement, soit une connectivité directe via le browser. Et tout ça, c'est pour éliminer, on peut dire, les contraintes de VPN et le provisioning des DMZ sans avoir un agent. Et l'avantage, c'est que cette solution permet d'avoir un accès aux applications locaux et en même temps des applications cloud. Et le déploiement se fait au bout d'une minute maximum. Finalement, il y a le chiffrement des données. Par rapport au chiffrement, on propose 4 solutions de chiffrement. La première solution, c'est le chiffrement des endpoints, c'est le chiffrement des disques locaux et les disques amovibles. Deuxième solution, c'est le chiffrement des données stockées dans les partages réseau. Troisième solution, c'est le chiffrement des emails internes qui vont être envoyés vers le même domaine et c'est l'agent qui va chiffrer l'information qui va être installée sur les postes endpoints. Et la quatrième solution, c'est le chiffrement des emails envoyés en externe et ça sera le Gateway Email Encryption, ce que je vous ai expliqué avec l'intégration avec DLP sur les slides précédents. Et tout ça, il va être managé via une seule console que l'on appelle le Encryption Management Server, c'est le SEMS, qui permet de gérer les groupes d'utilisateurs Active Directory, la gestion des clés, la mise en place des politiques de sécurité, ou plutôt les politiques de chiffrement des données, et en même temps voir les rapports avec des dashboards et un dashboard customisable et prédéfini. Est-ce qu'il y a des questions? Pour finir, je vais dire que la sécurité de l'information, c'est une vision approfondie chez Symantec, car comme vous voyez ici sur le Gartner, Symantec DLP est leader toujours le premier dans le marché, que ce soit sur Gartner, sur IDC Forrester ou bien Radicati. Et aussi par rapport à Casby CloudSoc, on est aussi classé les leaders sur Forrester, Gartner, Radicati et même sur d'autres analystes.
Euh, c'est tout. C'est tout. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Laissez-moi vérifier le chat s'il y a des questions. Je vois qu'il n'y a aucune question. Merci beaucoup, Abdelrahman. Merci à de vous. ton intervention. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Oui, j'espère bien. J'espère. Tant qu'il n'y a pas de questions, je me pose la question. Non, a priori, le message est bien passé. Très bien. Donc, s'il y a des J'espère. questions, même plus tard, on se Oui. fera le relais, il n'y a pas de souci. On vous Bien fera sûr. parvenir toutes les requêtes. Voilà. Je Donc, vous envoie en même temps la présentation pour la partager avec tous les présents et les participants. Oui, tout Oui. à fait, tout à fait. De toute façon, toutes les présentations et les enregistrements de ces webinaires sont sur notre site web. Donc, j'espère que vous allez en profiter et les utiliser pour en interne éventuellement apporter plus de conscience au niveau de la sécurité de vos entreprises. Voilà. Donc là, on aura fini aujourd'hui notre Cybersecurity Days qui a duré plus d'un mois. Merci beaucoup de votre participation. Je sais que vous avez été très nombreux au cours de ce mois à nous joindre. Et voilà. Donc, on reste à votre disposition si vous avez besoin de quelques informations complémentaires, de présentations en one-to-one, parce que j'imagine que chacun il a sa problématique. Donc, on se fera un plaisir de vous accompagner par la suite. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous et on vous remercie vivement pour votre participation et votre contribution à cet événement. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très À bientôt. très bientôt. Au revoir. Allez, bonne Merci tout journée le à monde. vous tous. Bon, merci. Bye bye.